Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le député LREM du Val d'Oise, président du Conseil national de l'habitat. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Réduire les aides sociales, est-ce que ça peut être un objectif en soi ? Moi, je ne crois pas que réduire quoi que ce soit puisse être un objectif en soi. Je pense qu'il faut se demander un petit peu ce qu'on veut faire. Et par exemple, sur la question des aides sociales, il faut réfléchir à est-ce que on arrive à avoir un système plus universel. C'est un des objectifs qu'on a fixé par exemple dans la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut une allocation unique parce que ce serait plus efficace, parce que ça couvrirait mieux les besoins des gens. Et donc c'est sur toutes les réformes, moi je pense que l'angle budgétaire ne doit jamais être le premier, c'est celui du sens qu'il faut poser. Le sens, ça peut être par exemple de revoir les règles d'éligibilité pour certaines prestations. C'est ce qu'il y a dans la note de la direction du budget révélée vendredi par le journal Le Monde. Revoir ces règles en prenant en compte le patrimoine des prestataires. Il y a des aides qui ne devraient plus être universelles, par exemple. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faudrait plus d'universalité, et c'est encore une fois ce qu'on veut faire dans le cadre de la réforme, par exemple, de l'assurance chômage, en l'ouvrant aux indépendants, aux démissionnaires. Non, que la direction du budget fasse des propositions qui soient relatives au niveau de la dépense publique, rien ne me surprend là-dedans. Après, à la majorité, au gouvernement, de se demander vraiment le sens politique et l'objectif qu'il veut atteindre en termes, finalement, de protection et de soutien à ceux qui en ont besoin. Sauf que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été clair hier matin sur Europe 1, il faut effectivement réduire des aides sociales. Il peut y avoir, si ça fait sens, encore une fois, si certaines aides doivent être réformées, transformées, et que ça a vraiment, pour les gens, qu'en tout cas certaines n'atteignent pas leur objectif, pourquoi pas ? Mais pas uniquement sous un prisme, à mon avis, d'économie, parce que là, on se tromperait d'objectif, je crois. Ce qu'explique Bruno Le Maire, c'est que les prestations sociales au sens large, ça pèse considérablement dans la dépense publique française. Je rappelle, plus de 700 milliards d'euros, un tiers du PIB français. Il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Mais santé, retraite, famille, chômage. Peut-être qu'on peut faire mieux autrement. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. La note, autre annonce ou quasi-annonce de Bruno Le Maire hier matin sur Europe 1, le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, c'est une bonne idée ? Je pense que l'idée était, avec la suppression de la taxe d'habitation, de donner du pouvoir d'achat aux Français, donc qu'elle porte sur la résidence principale pour cela est légitime. Sur les résidences secondaires, je trouve qu'elle on peut se poser la question. On peut se poser la question. C'était pas prévu au départ ? Ça ressemble un peu à du rattrapage ou du bricolage, non ? On peut pas tout prévoir dès le départ. On peut pas tout prévoir dès le départ. Alors on jongle aussi avec les milliards dans le rapport Borloo pour les banlieues. Il va en rester quoi demain dans le discours du président de la République ? Écoutez, on verra, mais encore une fois, je crois que le nombre de plans exact, je sais plus, mais on voit bien que 19, donc on ne peut pas. David Doucan qui a suivi le dossier. Merci, vous m'aidez ce matin. Non, moi je crois pas à un grand soir de la banlieue. Si vous voulez, ça j'y crois pas. Je pense que ce grand soir, il n'arrivera pas. Par contre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce qu'aujourd'hui, en France, quand on veut, on ne peut pas. Quand on veut accéder à un emploi qui correspond à ses qualifications et qu'on habite à Cergy, là où je suis élu, et que vous avez le RER qui est défaillant, vous avez un patron parisien qui va hésiter à vous recruter. Quand vous voulez louer un appartement et que vous vous appelez Djibril Mohamed, et que dans certains quartiers, on va vous dire que c'est déjà loué. Tout ça, c'est des réalités. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on y apporte des réponses. Il faut qu'on puisse agir beaucoup plus sur la mobilité à tous les sens du terme, en investissant dans les transports, en faisant en sorte qu'à 18 ans, chaque jeune puisse avoir son permis, en investissant sur la formation, en faisant que plus aucun jeune ne se bride au moment de l'orientation, ou qu'il trouve des questions à ses réponses, parce qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Jean-Louis Borloo fait des propositions qui sont intéressantes, quand il dit qu'il faut créer des campus numériques, augmenter les places de crèche. Qui pourrait être contre ça ? Mais je pense qu'il faut vraiment surtout changer de logique et se dire que la banlieue, c'est pas d'argent de poche qu'elle a besoin. C'est que ceux qui y vivent, ils ont besoin d'avoir les mêmes codes et les mêmes accès que tous les Français. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on met le rapport Borloo sur une étagère, on le laisse de côté. On remercie Jean-Louis Borloo et on fait autre chose. En tout cas, ce que vous ne préconisez pas, vous, c'est un plan à 40 milliards d'euros, ce que préconise en gros Jean-Louis Borloo, avec un investissement massif, un nouveau, comme on dit pour employer ce cliché, un nouveau plan Marshall pour les quartiers les plus défavorisés. Il faut des moyens, il faut clairement des moyens, et il faut investir dans les quartiers, je suis d'accord, mais il faut investir sur les gens qui y vivent. Aujourd'hui, vous avez dans les banlieues 2 fois plus d'entreprises qui sont créées qu'ailleurs, mais 2 fois plus d'entreprises aussi qui échouent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont 10 fois moins accompagnées. Alors même que les gens ont une réalité d'entreprise qui est plus difficile, parce qu'ils n'ont pas forcément fait le bon stage, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur conseiller comment monter une entreprise. Donc il faut mettre de l'argent, par exemple, pour investir sur ça. On a vraiment des gisements aujourd'hui dans les quartiers qui sont pas exploités. Mais posons-nous la question de savoir sur quoi il faut investir. Moi, je pense que c'est plus sur l'humain, par exemple, que uniquement sur la pierre. Posons-nous la question de qui doit gérer cet argent et de comment il faut le faire, avec qui il faut travailler. Et donc, il y a plein de propositions dans le rapport de Jean-Louis Borloo qui sont intéressantes. Mais c'est surtout d'un changement
changement de logique, d'un changement de paradigme. Vous savez, moi, quand j'entends parler de territoires perdus, par exemple. Enfin, je suis vraiment choqué. Et si certains pensent vraiment que ces territoires sont perdus, moi, je peux leur envoyer l'adresse, encore une fois. Ou quand d'autres parlent de la banlieue comme si c'était des territoires étrangers où il faudrait envoyer de l'argent ou l'armée selon les sensibilités, là aussi, je suis choqué. Voyons les banlieues pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, des territoires où il y a des gisements qui ne sont pas exploités. 7% du PIB pour les discriminations dans l'accès à l'emploi, par exemple. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Exemple, les emplois francs. Vous en faites la promotion. Ça a été un échec retentissant pendant le quinquennat de François Hollande. Pourquoi ça changerait aujourd'hui ? Bon, pour plein de raisons. Les emplois francs sous François Hollande, c'était il fallait avoir entre 18 et 25 ans, être inscrit à Pôle emploi depuis 2 ans et demi, avoir un bac plus 5 en psychologie. Non, je plaisante. Je rappelle, c'était des aides financières incitatives pour les entreprises qui embaucheraient des jeunes issus des quartiers très défavorisés. Très limité. Pour les entreprises, on n'y comprenait pas grand-chose parce que c'était très peu lisible. On avait vraiment toute une série de critères qui faisaient que finalement elles ont préféré renoncer. Il y a eu 250 à 300 contrats signés en tout. Pour une prime qui était 3 fois moindre que celle qu'on propose aujourd'hui. Là, il n'y a plus de critères autres que d'habiter dans un quartier populaire ou impopulaire, si on en croit. Donc certains. Le seul critère géographique, c'est ça. Un seul critère géographique d'être à Pôle emploi et 15 000 € de prime. Donc c'est quand même beaucoup plus significatif. Après, c'est aussi à nous sur le terrain. Moi, j'étais à Cergy effectivement samedi matin encore pour en faire la promotion, d'aller chercher les entreprises, d'aller chercher les associations pour que ça se fasse. Donc c'est une expérimentation qui mériterait d'être étendue à votre avis, Aurélien Taché ? Oui, parce qu'elle prouve quelque chose. Elle prouve la confiance qu'a cette majorité dans les talents de ceux qui vivent dans les quartiers populaires et il faut demander maintenant aux entreprises de faire la même confiance à ses habitants. Je rappelle quand même que sur ce plan-là, le quinquennat Macron a débuté par un retrait de 46 millions d'euros des crédits de la politique de la ville et par l'annonce de la fin des emplois aidés. C'était pas un super signal, non, pour les banlieues ? Les emplois aidés, c'est des dispositifs au rabais. Ça vous suit toute votre vie sur un CV. Les emplois francs, c'est un CDI et ça, c'est autre chose. C'est l'égalité, la promesse d'égalité qu'on fait à ces quartiers. Si je voulais être taquin, je dirais que le rapport Borloo risque d'avoir le même sort que le rapport Taché. Je rappelle que vous avez proposé 72 mesures pour favoriser l'intégration des étrangers. C'était au début, juste avant le début de la discussion de la loi Asile et Immigration. Alors, puisque vous me donnez l'occasion de reparler de mon rapport, je vous en remercie. Écoutez, un comité interministériel se tiendra le 5 juin. Le Premier ministre décidera ce qu'on fera des 72 propositions, qui d'ailleurs, pour beaucoup, vont un peu dans la même logique que ce qu'il faudrait faire pour nos quartiers. C'est-à-dire, c'est comment on oriente mieux les gens qui arrivent, comment on leur donne les cours de français, comment on leur donne les codes, les accès pour qu'ils comprennent la France et qu'ils y trouvent leur place et pas qu'on materne ou qu'on les paterne en sous-traitant leurs problèmes à des associations ou à des acteurs institutionnels. C'est ça le rapport Taché, c'est ça à mon avis qu'il faut faire aussi pour les quartiers populaires et donc j'espère que le gouvernement va vraiment aller le plus loin possible dans ce sens-là. Et comment se fait-il que ça n'ait pas été intégré dans le projet Asile et dans la loi Asile et Immigration, vos propositions ? Tout n'est pas législatif, mais il y avait des choses qui ont été intégrées. La rénovation du contrat d'intégration avec ce nouveau droit à l'orientation professionnelle que j'ai proposé, elle est dans la loi. L'autorisation de travailler beaucoup plus rapidement pour les demandeurs d'asile, parce qu'encore une fois, les demandeurs d'asile, ce qu'ils demandent, c'est pas de passer 2 ans dans une association à être hébergé dans un centre, mais c'est de pouvoir travailler et de pouvoir commencer à construire leur vie. Quand on fuit la guerre, c'est pas pour venir faire la charité, c'est parce qu'on a envie de reconstruire sa vie. Et donc il y a des choses comme ça dans le projet de loi. Il faut maintenant qu'on aille plus loin. Le comité interministériel du 5 juin, ce sera son objectif. Et comment se fait-il qu'on ne vous ait pas vu dans l'hémicycle pour voter, ou d'ailleurs pour ne pas voter la loi présentée par Gérard Collomb? Non, mais je suis venu défendre les propositions que j'ai faites sur l'intégration. Moi, j'avais décidé de me concentrer sur cet aspect-là. Et à la fin, vous ne prenez pas part au vote, c'est quand même à la fin, je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur la politique migratoire auxquelles il faudra qu'on réponde dans l'avenir et comptez sur moi pour y contribuer. Quelle politique européenne en matière d'accueil des réfugiés? Quelle solution pour que ceux qui sont encore dehors au moment où on se parle ne le soient plus? Je pense que je suis plus utile sur ces éléments-là. Mais on comprend clairement que les réponses apportées par Gérard Collomb ne vous satisfont pas, Aurélien Taché. Non, mais il y avait des choses utiles, encore une fois, sur la question de... Non. Si, sinon je serais venu voter contre si j'étais pas d'accord. Simplement, je pense que voilà, il y a d'autres aussi priorités qu'il faut pouvoir travailler sur ces questions, et moi, c'est plutôt à ça que je me concentre. Bon, vous n'êtes pas tout à fait en phase, mais vous ne voulez pas le dire. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit simplement que je pense qu'il y avait d'autres sujets et qu'il faut pouvoir mieux éloigner, comme le propose cette loi. Il faut des procédures d'asile plus courtes, mais voilà, je pense que c'est pas les seuls sujets. Question de David Doucan. Oui, bonjour Aurélien Taché. Est-ce que vous connaissez Mariam Pouchtou ? Oui, c'est Mariam Pouchtou et je crois la présidente d'une AGE de l'UNEF. C'est la présidente de la section locale, effectivement, de l'UNEF à Paris 4. Alors, Mariam Pouchtou est devenue célèbre depuis quelques jours parce qu'elle porte le voile islamique dans ses interventions publiques. Est-ce que c'est un problème ?
D'abord, je pense qu'elle ne le porte pas que dans ses interventions publiques, elle doit le porter tous les jours. Oui, bien sûr. Pourquoi elle devrait l'enlever au moment de ses interventions publiques? C'est peut-être la question qu'on devrait se poser. Oui. D'abord, moi, vous savez, je suis ancien responsable de l'UNEF à Limoges, tout à fait. Et j'aurais pas forcément aimé que des responsables politiques viennent dire quels responsables on devait élire ou choisir. Il faut faire confiance aux étudiants. S'ils ont choisi Mariam Pouchtou. C'est tout ce que disent les responsables politiques. Ils s'interrogent sur l'opportunité pour une responsable syndicale étudiante de porter le voile. Oui, eh bien, écoutez, l'UNEF est une. Enfin, le président de la République, il a dit une chose intéressante sur la laïcité. Il a dit que c'était l'État qui était neutre et pas la société. Donc voilà, moi, je continue à me mettre dans cette logique-là. Clairement, elle peut porter le voile. Oui, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Il y a la question de savoir si finalement elle serait, est-ce que ce serait finalement, elle serait suffisamment française ou une bonne française? Moi, c'est un peu la question. C'est la compatibilité des valeurs, des valeurs portées par ce voile qui est un voile couvrant, qui est un hijab, qui est pas un simple voile sur la tête, avec les valeurs progressistes portées par l'UNEF, notamment le mariage pour tous. Pour moi, les valeurs progressistes, c'est que des femmes, par exemple, puissent prendre des responsabilités. Pour moi, les valeurs progressiste, c'est qu'effectivement, quand on fait ses études, on s'engage dans un syndicat étudiant, on va manifester contre des réformes, même si c'est des réformes que moi je défends. Pour moi, les valeurs progressistes, elles sont de cet ordre-là, et donc je vois pas la difficulté tant qu'effectivement on est bien sur quelqu'un qui répond au mandat que lui ont confié ses camarades, comme on dit à l'UNEF, et qui donc mène les luttes étudiantes que ce syndicat juge utile. Voilà. Il n'y a pas un risque de promotion du communautarisme? Non, moi je vois pas de. Encore une fois, la question est celle du choix individuel. Mariam Pouchtou a eu l'occasion de s'en expliquer. Elle fait un choix qui est le sien, il faut pouvoir le respecter. Et qui peut convenir aux adhérents de l'UNEF dans leur ensemble. Puisqu'ils l'ont élu. Oui, enfin, il reste à vérifier auprès de l'ensemble des syndiqués de l'UNEF. D'autres anciens responsables de l'UNEF ont fait part de leur émotion, de leur désaccord, en tout cas Aurélien Taché. Oui, j'ai vu ça, mais écoutez, moi en tant qu'ancien responsable de l'UNEF, je laisse aux jeunes étudiants actuels le choix de décider qui doit les représenter. Merci Aurélien Taché d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe Matin. Europe.